il y a SpaceX qui nous a fait un bon combo avec 4 coups, un Falcon Punch quadruplé. Un vol le 16, 2 le 19 et 1 le 22. 2 en Floride, 2 en Californie et à chaque fois pour envoyer des petits Starlink. Ce qui pousse le total à plus de 200 juste pour ces 4 jours. Enfin, ça compte aussi celui du 15, mais ça fait 200 Starlink. Ce qui fait qu'un nouveau record a été atteint. Le cap des 10 000 satellites Starlink. Ce n'est plus 9 000 et quelques comme on l'a présenté la dernière fois. Maintenant, on a passé les 10 000 à partir du 19 octobre. Le 132e lancement de cette Falcon 9. C'est nous, on avait fini les 3 derniers hier. On les avait fait à la mano. C'est ça. T'as donné le petit boost de 3 là, via KSP. Pour faire le chiffre rond. Après, eux au moins ils ont fait atterrir leur booster sans qu'il explose. Hein. Ouais, mais au bout de 10 000, nous au bout du 3e. C'est pas faux. 3e satellite danger lancé. ça serait un peu étrange, sachant vu les moyens qu'ils ont là. Ah, ils sont pas tout seuls sur le pilotage ou sur la programmation. C'est ça, il y a toute une équipe. En tout cas, il faudrait un sacré rythme pour essayer de rattraper les 10 000 satellites qui lancent là. La 132e mission pour ce lanceur Falcon 9 depuis début 2025. En soi, il faudrait que tu lances 10 000 satellites en 132 fusées. En fait, c'est pas des satellites qu'il faut que tu lances sur KSP, c'est des amas de satellites là comme ils font. Ouais, mais je sais même pas si c'est jouable sur le jeu. Ouais, si, peut-être. Des gros machins. On va trouver là avec les mods. Comme d'hab, on a tout le petit spectacle. Après, c'est pas trop dur. De toute façon, une fois que tu l'as mis en orbite, à moins qu'il faut qu'il se déplace un peu pour changer les orbites. Mais il a peut-être les orbites préprogrammées quand il les envoie. Bah, il est pas trop dur dans le sens tu vises juste et tu fais en sorte d'avoir assez de carburant pour juste pousser un peu. Et après, tu fais beaucoup d'accélération rapide là, sur le jeu. Ouais, donc c'est ça. Mais après, j'allais dire eux comment ils font, mais ça doit être ça, sans faire l'accélération rapide parce qu'ils peuvent pas, mais c'est pas loin. Pas. C'est à peu près ça. Oh, ça pique les yeux. Ouais, c'est tout clair là. En même temps, va filmer avec une caméra toutes les flammes et toute la lumière qui jaillit d'un réacteur comme ça. C'est un peu compliqué. Arrache la gueule. Pas en vouloir au caméraman. Après, il décolle aussi qu'on voit le. Fallait qu'ils mettent les lunettes de soleil sur sa caméra. Ouais, filtrer un peu, ça serait pas brûlé la Prenez rétine. la caméra HD s'il vous plaît. Comment ça, il n'y a pas de lumière dans l'espace? Mettez Ouais, quelque t'as vu, chose. ils ont des tapettes à mouches, hein, s'il y a des moustiques qui s'approchent, et paf paf paf. Là, tu as l'atterrissage. Ils étaient sur le aussi, mais eux, ils avaient une plateforme. Hop. Ah, la caméra qui arrive pas à gérer une telle puissance. Est-ce qu'avec ça, on se rapproche encore de l'échelle de la puissance de Kardashev? On en est encore très loin. Ouais, parce que j'allais dire, c'est vu que là on récupère des ressources, ça veut dire qu'on a quand même un peu mieux optimisé notre gestion de la ressource et de l'énergie, mais c'est vrai que ça potentiellement sur l'échelle de l'évolution énergétique, c'est un caillou dans la mer. Hein. C'est à peu près ça. En fait, il faudrait qu'on arrive à utiliser tous les volcans, les geysers et toute l'énergie qui tourne, genre le champ électromagnétique de la Terre, pour réussir à faire de telles choses. Et d'ailleurs, le champ électromagnétique de la Terre, on peut en parler, parce que le 16 octobre, une nouvelle information est tombée grâce au satellite européen SWARM, qui nous confirme qu'il y a une anomalie dans l'Atlantique Sud, une zone où le champ magnétique terrestre est très faible, et que ça continue de monter. Donc on va voir, c'est un truc, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit au-dessus de l'Atlantique. Et c'est donc Swarm qui confirme ce truc. Ces 11 dernières années, il a renforcé. Il s'est renforcé en Sibérie, affaibli dans l'Atlantique du Sud. Donc il nous protège, il est essentiel à la vie. Mais il est inégalement réparti. Inégalité. C'est un coup des On veut des Russes. champs magnétiques pour tous. C'est ça. On veut l'international magnétomisme là. Surtout, il s'affaiblit parce que des fois... Non, je pense que je confonds avec la couche d'ozone, mais
Faudrait pas qu'à un moment ça fasse comme sur Mars, là il soit balayé là. Parce que j'allais dire, il arrive à peu près à se régénérer à chaque fois. Parce que sinon c'est la rage. C'est ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement et qui, du coup, n'est pas du tout uniforme sur la Terre. On a les graphiques là. En fait, t'as des zones où c'est très, très magnétique et d'autres où c'est plus du tout. Et ici, dans l'Atlantique du Sud, ça s'agrandit. Ça évolue en 10 ans. C'est Atlantis qui est en train de ressurgir, c'est pour ça. Une zone de faiblesse qui est principalement en fait générée par le noyau de la Terre. Donc non, c'est pas comme la couche d'ozone où le Thomas Mitchell et ses réfrigérateurs là, ils peuvent foutre un peu la merde et causer un trou. Là, c'est un truc qui vient du noyau de la Terre. C'est un océan de fer liquide qui est en fusion et en mouvement continu, qui forme le noyau externe situé 3000 km sous nos pieds. Ce mouvement qui crée des courants électriques qui à leur tour génèrent notre champ électromagnétique. Et il y a une anomalie. En Atlantique du Sud représente l'endroit où ce bouclier est plus mince. Et ce qui est assez pas mal, c'est que du coup on parle du noyau de la Terre qui a un impact sur nous, mais on regarde avec des satellites. C'est-à-dire plutôt que de mettre des trucs dans le sol pour aller le regarder, on le voit depuis l'espace, mais on n'arrive pas à le voir depuis nos pieds. C'est assez marrant. Ouais, avec les ondes. Ça. Du coup, ça c'est l'expansion s'accélère. Il y a un enflammissement, c'est lié à des schémas étranges observés à la frontière entre Terre et noyau liquide et le manteau rocheux. Apparemment, dans l'hémisphère sud, les scientifiques s'attendent à voir l'île champ magnétique sortir du noyau. D'accord. Bon, il nous montre une petite vidéo en variable. L'ESA. D'ailleurs, sur Carbal, il y avait l'ESA, donc il était sponsor de fou, là. C'est la rigolette, on appelle avec l'ESA. Très, très puissante agence, l'ESA. C'est clair. On dit l'Europe, mais l'Europe de l'espace, c'est la sûre. Mais oui, mais c'est clair. Ah bah là, regarde, les cigares, on les a vus, ils sont là. Je les ai vus. A été révélé. Il faut Putain, là. Je le savais. Ouais. Ah d'accord, c'était les différents endroits du pôle magnétique du Nord. Il faut que tu nous dises ce qu'ils disent, parce qu'on sait pas ce qu'ils disent. Je sais pas non plus. Ah bah c'est en anglais. Non mais je crois qu'ils avaient rien dit, surtout que j'ai pas de son. Je crois pas qu'il y ait de son là-dedans. Oui voilà, j'ai le son à la fin en fait, il y a une vidéo sans son. Merci l'ESA, j'aime bien quand je dis que vous êtes pro dans votre domaine et qu'en fait vous nous faites des vidéos comme ça. Ils sont pros dans l'espace, ils sont pas pros pour faire des vidéos. Faut pas déconner. On sait pas tout faire. Les champs se renforcent en Sibérie pendant que le pôle Nord se déplace. Rappelez que le champ magnétique ne se voit pas comme un simple aimant, on utilise ces différentes sources montre qu'il est dynamique. Donc il bouge, il s'étend, des changements dans les zones particulièrement forts. D'accord, mais ça fait quoi? C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui va se passer? Une horreur boréale. Eh bien, ça a des impacts sur la navigation et sur les satellites. Si le déplacement du pôle Nord a des conséquences pour la navigation, si le pôle magnétique se déplace, la direction de la boussole est forcément perturbée. Et c'est vrai que si le Nord il bouge, tu peux plus indiquer le Nord comme c'est le Nord dans les cartes. C'est pas faux, c'est un peu la merde. C'est comme il disait Perceval, selon comment t'es tourné, en fait le Nord ça change tout. Bah oui. Donc selon comment il bouge, voilà. Merci le Perceval. Nord est toujours en haut là, donc si tu te tournes d'un côté, il est en haut de là où t'es tourné. Là. Clever mais évident. C'est ça, et au-delà c'est aussi les satellites qui pourraient être affectés, ceux qui évoluent en orbite basse, tous les Starlink en fait, et qui traversent la région de vulnérabilité du champ magnétique risquent d'être confrontés à des doses plus élevées de radiation. C'est parce qu'il est énergétique normalement dévié par le bouclier magnétique terrestre peut alors bombarder les systèmes électroniques. Mais trop bien en fait, du coup en plus du risque des tempêtes solaires contre tous les satellites, il faut aussi se méfier du noyau de la Terre qui peut faire tomber tous les satellites. Ouais, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins fort que le soleil, parce que déjà, j'allais dire, c'est pas quand le champ se réduit que t'as plus de chances de te faire taper par le soleil, hein. Parce que c'est pas ça qui nous protège aussi des vents solaires. T'avais des vis. Là, comme tu vois sur le schéma en haut, là, ça part, quand ça passe devant, ça se courbe et ça part encore plus haut. Ça, non, en dessus, là. Ça. Ouais.
Bah, ça fait partie de tout ce qu'il y a, mais après, s'il y a des trous ou que ce champ magnétique va perturber tous nos satellites, parce que c'est pas le champ magnétique qui pose problème, hein, c'est genre nos satellites qui seraient mal conçus et qui se prendraient des petits changements avec le nord ou le pôle magnétique qui pourraient foutre la merde. Ouais, ça va procéder long. Ça Donc, à peut voir. construire des satellites là, il veut que je te reprenne là. J'ai joué 2 heures à Kerbal. Je suis un homme. Je suis un bonhomme. Ça, un peu de plus en plus cette image là que je trouve géniale. T'sais. L'humanité recherche, elle perfectionne, IA se perfectionne. Et là, on crée plein de satellites, il y a plein de bordel autour de la Terre, et d'un coup, l'éruption solaire. Et l'humanité vénère le dieu soleil. En fait, c'est un cycle, on a envoyé un paquet de satellites, et à chaque fois, il nous retombe sur la gueule. Oui, c'est un dieu soleil, donc c'est la seule vérité. L'eau est soit les oreilles. Le grand filtre, c'est les Affronter la lumière. Ouais, ou le soleil. C'est pour ça que sortir dehors ça brûle et c'est cancer. Ça se casse. C'est ça. Et en parlant de télescope, il y a un nouveau challenger qui rentre dans l'arène, qui a un nom tout poétique, il s'appelle Mauve. C'est très poétique, ça fait coloré quoi. C'est ça. Ça fait petit truc tout mauve là, qui se balade sur la planète de Horrible. Je sais même plus comment on a appelé la planète. J'avais enlevé le nom. T'es sûr qu'il y a Adam? Parce que je crois pas. Hein. Je crois on a mis Flatulax 1, mais j'avais enlevé. Ah du coup, le nom. oui, peut-être. Non, Cacophonia, un truc comme ça. Flatulax, je suis pas sûr. Hein. C'était plutôt un truc comme Cacophonia. Cacophonia. Ouais. Attends, Et Flatulax, c'est bien un nom de merde. C'est le cas de le dire. C'est le cas Soulax parce que vous en êtes inspiré de Clair Obscur. Ah oui. Cacophonia 2, on a mis. Voilà. Avec un K, Oui, attention. tu te souviens pas comment s'appellent les satellites? Allô? Ah là, c'est une planète inventée, c'est pas pareil. Puis Cacophonia. Oui, les planètes inventées. Horrible, je vais pas oublier, c'est sympa comme nom, mais Cacophonia. Ah, mais Horrible, c'est normal parce qu'il faut de la pub pour les cheveux. Et l'homme. Horrible. Ou Horrible. Enfin, les deux. Shampoing et boissons énergisantes. Le premier télescope spatial privé du monde. C'est-à-dire en fait SpaceX c'est pas privé, c'est semi-privé parce qu'ils ont toujours pris des thunes publiques. Mais là c'est privé, attention. Donc Mauve qui nous aidera à comprendre les étoiles qui sont susceptibles d'être dommageables pour un environnement de vie. Merci de la traduction. En gros, Mauve qui a pour but d'étudier les étoiles potentielles entourées de planètes habitables, c'est les exoplanètes, comme on en trouve un bon paquet. Et c'est financé par l'Union Européenne et soutenu par plusieurs laboratoires européens, mais c'est un truc privé, parce que les joueurs de l'Europe, on peut financer le privé, ça reste du privé. J'adore l'Europe, c'est génial. Et du coup, lui, son rôle, c'est d'observer l'ultraviolet et les variations de l'activité stellaire. Avec un nom comme ça, faut espérer. C'est ça, vous aurez trollé sur le pour les ultraviolets. Ouais. Mais bon, l'inspiration qu'il faut. Tu vois, nous, au moins, on a trouvé Horrible, on a trouvé Cacophonia. Eux, c'est bon, il fait les ultraviolets, on va l'appeler violet. Comme si James Webb, en fait, tu l'appelais Red, parce qu'il regarde les infrarouges. Non, ouais, c'est fait, hein. Red by SFI. J'ai aussi de la pub pour les téléphones. Des milliers de mondes, des planètes à découvrir, 6000 Crickling. Yep. Gaz 12B. Et du coup, il rejoint la tripée des futurs télescopes comme le LUVOIR et ABEX, dont on avait parlé dans le protocole de Fermi, pour étudier toutes les futures petites exoplanètes. Donc, comme quoi, on n'est pas les seuls à vouloir trouver des aliens. Hein. C'est un truc qui est hautement préparé aujourd'hui pour l'humanité. On cherche des planètes, on cherche des endroits où la vie existe, où on pourrait s'installer. Et même si on ne sait pas encore comment y voyager, on cherche. On croit un truc, voilà, on avait une petite vidéo comme ça. Bon. Anglais. C'est quoi cette merde? Anglais. C'est quoi cette merde? Ça, c'est la nouvelle Freedom Box. Demain, il faut dormir.
Ne vous inquiétez pas, je me lèverai à 8h. J'aurais dormi Voilà. 1 heure de plus. Incroyable. Donc chaque étoile a son histoire à raconter. Les puissantes forces magnétiques et le chauffage du plasma provoquent la libération d'éruptions énergétiques sur les étoiles. Oui, du coup c'est des étoiles qu'on étudie, donc oui. Ces éruptions peuvent avoir un impact significatif sur les atmosphères des exoplanètes proches. Ah d'accord, c'est que le but de la mission c'est vraiment d'étudier plus les soleils pour étudier lesquels donneraient des zones de vie habitables. Ah, il cherche les bonnes zones où il y a la bonne température, la bonne quantité de vent solaire, hein, etc. Ouais, c'est pareil, même s'ils sont à la bonne distance, il faut peut-être que la planète aussi ait un champ magnétique parce que tu te fais pas cramer par les vents solaires également. C'est ça. Et là, du coup, avec les ultraviolets, ils vont mesurer l'intégralité du profil de température et d'énergie de l'éruption. Donc, pour comprendre l'activité magnétique stellaire de l'étoile, aussi pour voir si elles sont calmes et si elles ont un bon champ magnétique. Et allez, encore un satellite en orbite. Donc ça fait 10 000 plus 1 encore. Trop bien, hein. Et on a passé le cap, mais après faut taper les vainqueurs. Le million. Wow, ça va prendre un peu plus de temps là. Ça, on va tout vert, comme dans les bonbons un peu élastiques acidulés. Ah, vous êtes à portage. Puis là maintenant, puis en pensez plus, à vous abonner. Ils peuvent accéder. Non, c'est qu'ils peuvent accéder à toutes les données. Parce que bah, Mauve va envoyer, en fait, il va faire un grand scannage de tout ce qu'il peut voir autour de lui et envoyer chaque donnée qu'il peut analyser sur chaque étoile. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant vu que bah, Luvor et Abeille s'étaient spécialisés sur les exoplanètes. Là, c'est plus, bah tiens, on trouve une planète qui est potentiellement habitable. Bah, avec ce satellite-là, on peut regarder son soleil pour être sûr qu'il ne pète pas à la gueule à peine on arrive. Ça serait un peu con quand même, tu trouves enfin une nouvelle planète. Elle est habitable, tu peux y aller, t'arrives, tempête solaire, voilà, t'es out. Enfin, du jeu. Game. Poigné par le soleil dès que t'arrives. Des milliers d'heures d'observation seront consacrées à chaque année du programme. Et voilà, comme on disait, l'accès aux données, donc tout le monde peut aller accéder aux données des étoiles. C'est bien, il y avait un temps, tu pouvais acheter, enfin, c'est plus des gens qui étaient adultes, comme moi j'étais gamine, mais ils vendaient des étoiles, même. Tu peux acheter cette étoile et lui donner à ton nom. Bah peut-être, mais là t'imagines, tu peux vendre les données de ton étoile. Genre t'achètes une étoile et t'as un gars qui va te dire bah moi je connais la vraie identité de ton étoile, je peux te la revendre. Trop de commerce à se faire là-dedans. J'ai toutes les données, je sais comment elle est. Ah mais non, mais c'était la mienne, il y avait droit de veto, donc tu vas devoir des droits d'auteur. T'avais pas donné le droit d'observer mon étoile. C'est ça, s'ils sortent trop de données sur elle, c'est ah non, c'est à moi. C'est veto. Sinon, dans l'actu suivante, justement en parlant de recherche de vie sur d'autres planètes, la chimie sur la lune de Titan bouscule une règle fondamentale des molécules. C'était la NASA et l'université de Chalmers qui révèlent un phénomène chimique jugé alors impossible sur Titan. La lune de Saturne où le froid extrême permet à des molécules normalement incompatibles de s'unir. De s'unir en mode ça fait des essaims là. En fait, Auréobule il vient de Saturne. Il vient de là-bas, tout commence. On a vraiment créé quelque chose sans le savoir. On a perturbé l'espace-temps. Nous sommes des monstres. Mais donc, ils sont découverts que certaines règles connaissent des écarts étonnants. Titan plus grande que Mercure fascine depuis longtemps avec ses lacs de méthane liquide. Ah bah on en parlait là, c'était d'ailleurs Cacophonia là, on parlait de méthane autour. L'atmosphère dense, riche en azote. L'une des Saturnes sera perçue comme l'analyse de la Terre primitive. Chimie repose sur un adage bien connu qui se ressemble s'assemble. Pourtant les expériences menées conjointement
ont démontré le contraire. Mon Dieu. Température de Ouais, parce moins que- 180, le cyanure d'hydrogène est une molécule fortement polaire parvient à s'associer avec le méthane de l'éthane. Deux hydrocarbures non polaires, cette union inattendue donne naissance à de nouvelles structures stables appelées co-cristaux. D'accord. Une découverte de fou. Hein. Sauf que après c'est à quelle température qu'ils sont là-bas, parce que est-ce que chez nous on peut le reconstituer chez nous, ou vu qu'on a une atmosphère, et ben on n'arriverait quand même pas à le faire même à basse température. Bah, c'est ça, faudra réussir en fait à reconstruire toutes les conditions qu'il y a sur Saturne pour pouvoir enfin sur cette lune de Saturne. Donc le méthane, l'éthane et tout ce qu'il y a. Et peut-être à moins 180, du coup, les trucs ne s'assembleraient pas, mais ils se sépareraient. Parce que c'est là que grâce à des puissantes simulations informatiques ont testé des millions de configurations moléculaires possibles. Verdict est tombé. Les hydrocarbures s'insèrent bel et bien dans le réseau cristallin du cyanure d'hydrogène, formant une nouvelle structure stable qui correspond parfaitement aux données. Quelle implication? Cette découverte ne va pas réécrire tous les manuels. Elle repousse les frontières de compréhension. Le cyanure d'hydrogène est un précurseur potentiel d'acides aminés et de nucléobases, les briques élémentaires des protéines de notre code génétique. Savoir qu'il peut interagir de manière complexe avec d'autres molécules dans les environnements froids ouvre des perspectives fascinantes. D'accord, donc ils ont trouvé ça et qui agit de façon un peu spéciale. Et d'autres molécules. C'est quoi exactement le cyanure d'hydrogène? Dis-moi, Google IA. Un acide cylindrique est un gaz ou un liquide incolore à l'odeur caractéristique d'amande amère. Youpi, c'est un truc qui sent les amandes. Pour faire la cuisine. Provoque l'asphyxie cellulaire en bloquant la respiration cellulaire. Bah, ça fait comme du cyanure, quoi. Du cyanure. Cyanure d'hydrogène, attention. Cyanure en gaz. Wikipédia, t'as des choses à apprendre? Solution aqueuse. Ok, mais en gros, ce truc-là agit différemment à des températures extrêmes sur d'autres planètes. Donc possiblement la vie, possiblement Horrible va sortir de ce lac et commencer à manger des cailloux. Le début, et nous l'avons annoncé. Les grands prédicateurs. Non, on est créateurs. Pour aller voir l'espace et dire nous sommes ton père. Si lui il sort, pas forcément les créateurs. Ça voulait dire qu'il existait déjà. Le libre arbitre, tous. Illusion. On est Théorie du qui complot. Du coup, prochain article, le 21 octobre, la NASA ouvre la porte à la concurrence pour retourner sur la Lune avant la Chine. En gros, ils veulent tellement pas perdre la course que c'est bon. Tout le monde va participer, tout le monde est là. Face au délai de Starship, la NASA envisage de rouvrir l'appel d'offres pour Artemis 3, l'atterrissage habité sur la Lune. L'administrateur Sean Duffy souhaite accélérer le processus pour éviter d'être devancé par la Chine. Et parce que oui, le Heavy Falcon, là, en fait, il est trop lent. Le Starship, il est pas fait. Trop de retard accumulé pour le Starship. Certes, le développement du lanceur géant progresse, mais sera-t-il prêt à temps pour Artemis 3? Est-ce qu'ils vont dépasser la Chine? Eh ben non. Peut-être pas, justement, c'est pour ça qu'ils refont un appel d'offres. Parce qu'ils sont en planique et c'est lui là, monsieur Sean Duffy. Il n'y a absolument pas de sous-titres ici. C'est pas traduit. Ah, Sur Twitter, pas sûr. site du mail. Le site du Je sais mail. pas expert de Twitter, sachant que c'est le truc de la rage, enfin X. Ah oui, il y a aucun truc de traduction. Ah, il va la Descends traduire sur le la texte. vidéo. Alors, faut que tu regardes sur la vidéo. Nous sommes dans une course contre la Chine. Nous avons donc besoin des meilleures entreprises pour opérer à une vitesse qui nous mènera en premier sur la Lune. SpaceX a le contrat pour construire HLS qui permettra aux astronautes américains de s'y rendre à bord d'Artemis 3. Mais la concurrence et l'innovation sont les clés de nos domaines dans l'espace. C'est pourquoi on ouvre la production à Blue Origin et d'autres grandes entreprises américaines. Blue Origin, donc c'est Amazon. Et du coup, la NASA elle est en stress de se faire dépasser par la Chine et elle demande de l'aide. Et sont si les mecs ils étaient octroyés. intelligents, enfin la race humaine, et ben les Chinois ils seraient avec les Américains, puis c'est bon, on aurait déjà pu y aller. Ah, Et oui,
SpaceX en 2021, un contrat de 2,9 milliards de dollars. Ça va, tu vois. C'est des petites sommes, mais quand tu lances un truc, justement une agence spatiale comme ça, comme SpaceX, et que t'as des contrats à plusieurs milliards avec les États-Unis, t'es bien. Ouais, milliards après, il y en a beaucoup, puisque ça coûte cher, et puis le monde qu'il doit y avoir et le matos qu'il faut, C'est pas c'est faux. sûrement l'une des choses les plus gourmandes en termes de ressources et d'énergie qu'on a dans le monde. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... Non, et malgré leurs 5 lancers par semaine, là, on fait des rubriques Falcon Punch à chaque fois, mais la NASA, elle, commence à s'impatienter quant à la cadence du développement du grand Starship. Parce que ça va pas assez vite pour elle. Et la Chine, de ce côté, progresse. Vas-y. J'allais dire, est-ce que... Parce que pour l'instant, ils continuent leur rythme et ils sont un peu moins focus sur le fusée, donc ouais. Il faut voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient prioriser. Parce qu'elle était initialement prévue fin 2024, puis fin 2025, ensuite à septembre 2026, puis moitié 2027. Et puis plus récemment, ils ont dit que 2028 serait la nouvelle cible. Donc en fait, à chaque fois, ils repoussent le délai alors que la Chine progresse sérieusement. Il y a un article. Elle montre ses capacités lunaires, le 18 août. On avait un peu regardé qui s'amuse à essayer de faire des simulations d'atterrissage avec leurs petites capsules. Les premiers étages, mais après, comme on l'avait vu ici à Cosmonews, les tests qu'ils faisaient, c'était jamais rien de très incroyable, disons. T'avais une fusée ou deux une fois de temps en temps, où t'avais des tests, des tests qui restent importants, certes, mais où en un mois, la seule info que t'as, c'est qu'ils ont testé le réacteur d'une fusée en la laissant sur place. Donc on voyait juste un gros écran de fumée pour dire c'est bon, la fumée se part bien. Donc je sais pas, il y a sûrement qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas sur la Chine, hein, c'est toujours assez discret et censuré comme truc. Oui, normal. La guerre informatique. En même temps, de là où on est, nous dans nos petits trucs Cosmonews, là on ne voit pas le danger de la Chine. Et aussi qu'on n'irait pas faire un tour sur leur petit site. S'ils ont fait des essais, ils vont dire on a fait un essai aujourd'hui. C'est des choses incroyables encore. C'est ça, et là ils disent en fait on a envoyé 26 satellites, on a déjà 3 astronautes sur le ligne. Non, c'est ah ok, pardon la Chine. Excusez-nous. On voulait pas. Attends que ça change. La question d'ouverture à la concurrence est clairement posée. T'imagines du coup on va retourner sur la Lune avec un truc Amazon. Ils ont une nouvelle publicité là, on peut vous livrer même sur la Lune. Quand il y a les premiers habitants de la Lune, là, ils seront contents. J'ai encore du Amazon, là j'ai pris Prime, il y a eu quand même 6 mois de retard. Oh. J'adore le style de leur site. On dirait vraiment une interface un peu Dynasty Warrior, je sais pas comment dire. Ça vient du même endroit. C'est peut-être pour ça que ça avait fait penser. Ah bah oui, en fait, on a dit de la merde. Un nouveau satellite, une nouvelle fusée qui lance des satellites en orbite basse. Le lancement du véhicule de lancement de Force Arrow. Bon, peut-être la traduction entre chinois et français, elle est pas top. Ouais, ou sinon c'est un nom, souvent leurs véhicules ou les fusées, ils ont des noms à cocher dehors. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Traduction. Trop bien. J'adore l'article. Annonce sur recrutement de fonctionnaires. Ah bah si vous cherchez du travail, la Chine recrute des fonctionnaires pour l'examen annuel 2026. Avec l'accord du bureau de la fonction publique nationale, l'examen annuel 2026 a recruté des fonctionnaires pour libérer 2 postes sur la gestion de l'espace. Quand même trop cool, t'es gestionnaire de l'espace. Recrutement de 4 personnes. Et le poste de supervision spatiale. C'est trop classe ces entités espace. Je suis gestionnaire de l'espace. Il y en a, mais c'est dans l'espace du magasin quoi. Du 15 octobre au 24, il n'est pas trop tard si vous voulez postuler en de la mission chinoise. Ah ouais. Bienvenue à la majorité des camarades qualifiés pour postuler activement.
il faut pas faire de pub, bah voilà, une publicité pour un travail en Chine. Le lanceur Force Arrow 1 Phare 8 a été lancé avec succès le 19 octobre. Alors eux en fait ils savaient que SpaceX allait battre un record. Mais ils se sont dit vas-y, on va aussi lancer une fusée. C'est pareil. Il a été lancé dans la zone expérimentale d'innovation spatiale commerciale de Dongfeng et 3 satellites transportent l'étoile du satellite de télédétection pakistanaise. Il y a des satellites pakistanais lancés par la Chine. C'est balèze. Ouais, ils font des collabs pour avoir les moyens. Plein de fumée. Du coup, la Chine a lancé 12 ensembles de satellites d'internet en orbite basse. Ok. T'es SpaceX, t'as toutes les vidéos, t'as tout le détail et tout, là t'as 3 photos. Le 16 octobre, il a utilisé ça pour lancer avec ces 12 ensembles de satellites sur internet par satellite en orbite basse. Ouais bon. 6 centièmes vol de la série du lanceur Long March. Ouais quand même, ils font 600 vols. Ouais, ils disaient que c'était des lots, mais ils ont quand même un peu d'XP maintenant. C'est ça, on gagne du talent au fil du temps. Ça va farmer les vols. Et pour terminer sur les actus avant de passer aux petites vidéos, on a une dernière nouvelle, une pluie de météores qu'on appelle les Orionides. Pourquoi les Orionides? Parce qu'elles viennent de la constellation d'Orion. Enfin leur radiant se situe à Orion. Et du coup les Orionides en fait c'est une pluie d'étoiles filantes qui est issue de débris de la comète de Halley, pour ceux qui ont vu Cosmos sur Netflix. Et ils vont atteindre leur pic là entre le 22 et le 23 octobre. Donc on pourra avoir jusqu'à à peu près 20 météores par heure à l'œil nu. Et tout ça ce soir et demain soir. Pegasus, Ryo Senken. Moins connu que les célèbres Perséides dont on a parlé le mois passé, là, les Orionides s'imposent sur la pluie de météores la plus intéressante du mois d'octobre. Et c'était le langage courant, on parle souvent de pluie d'étoiles filantes, bien que poétique. C'est en fait une poussière d'astéroïdes ou de comètes qui brûle en rentrant dans l'atmosphère de notre planète. Et on a même tout leur petit circuit là. C'est trop beau. Deux pluies pour une comète. On rencontre son parcours, les Orionides se produisent alors en octobre lorsque la Terre rencontre son orbite les poussières laissées par la célèbre comète de Halley, qui met 76 ans à accomplir sa ronde. La constellation d'Orion qui annonce les cieux d'hiver en octobre, elle se lève à l'est vers minuit, représentait un chasseur pour la Grèce antique. Intéressant comment ils ont fait les constellations. Les Orionides sont sans conteste la pluie de météores la plus prometteuse du mois d'octobre, vous l'avez déjà dit. Le taux d'horaire zénital de Orionide est estimé entre 20 et 30, soit un météore toutes les 3 minutes sous un ciel parfaitement sombre si le radiant était au zénith. T'as vu, ils ont compris aussi, ils disent pas ciel noir, ils disent ciel sombre. Ah. On a de l'influence. On a de l'influence. Et c'est une qui va nous aider. Mon collègue qui avait employé des termes pas très bien. Et Ricky, tu lui avais dit qu'il devait pas dire ça? Je l'avais pas dit, mais je faisais des cris d'orfraie quand... pourtant, il connaît la charte. Il connaît la charte. Il ne serait pas là. Il t'entendait faire sans savoir pourquoi. Si, parce que à un moment après il a fait et je sais plus ce qu'il disait, il disait gris gris, je fais mais non, mais au pire si c'est sombre, tu dis sombre. Ces délinquants là, la jeunesse ça respecte plus rien. Mais sinon quelques conseils d'observation. N'essayez pas de vous centrer sur le radiant, le point va survenir par effet de perspective, mais embrassez du regard la voûte céleste loin de toute pollution lumineuse. Il faut s'éloigner des centres urbains. Bon, ça un peu classique. Si vous voulez voir des étoiles, allez pas en ville, allez en campagne. Si vous êtes éteignez les lumières autour de vous, évitez de consulter votre smartphone. Et n'oubliez pas qu'il faut environ 15 minutes pour que la vision s'adapte aux conditions nocturnes. Oui, ça c'est vrai, c'est si vous coupez toutes les lumières autour de vous, pas vous dire ah merde, je vois rien. Juste attendre un peu et vous arriverez à voir. Parce que là, le meilleur instrument, c'est vos yeux. Voilà, pas de télescope, rien du tout, pas de téléphone, juste vos yeux pour regarder ça.
si vous avez un coin pour cette nuit et pour demain. Et c'est tout du côté des infos, en tout cas des actus en article. On verra bien, gardez vos capteurs ouverts, ceux du cœur et ceux des télescopes. Ici Cosmonew, fin de transmission et à la semaine prochaine.